Nouveau jour, nouvelle semaine, nouveaux défis et certainement plein de bonnes nouvelles qui nous attendent tout au long de cette journée. Positivité oblige. En tout cas, c'est notre leitmotiv dans la balade matinale. Nouveau numéro ce matin du 27 juillet 2020. Merci d'être à nous en notre compagnie sur les ondes de la web radio Jenna. C'est parti pour une quarantaine d'émissions de fou rire et surtout d'astuces dans votre émission. Je suis Juanita Blavoutry. À ma droite, Lina Hungbedi qui va se faire le plaisir tout au long de cette émission de nous envoyer des astuces. N'est-ce pas, Lina? Bien sûr. Bonjour d'abord. Bonjour, Joanie. Ça va? Très bien. Bien dormi? Bien. Ça te va bien tes lunettes? Merci. Et à ma gauche, Madame Quenom Claire qui n'est plus à présenter. Elle est la coordinatrice de l'ONG Floraison. Madame, bonjour. Bonjour. Bien réveillée? Et votre week-end, je me permets d'ajuster votre micro. Alors, et votre week-end, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, mais il était studieux aussi. Parce que oui. il faut qu'on se réorganise pour reprendre les activités. C'est clair. Et on ne va pas rester sans statu quo. Non. Ah oui. C'est vrai. Merci en tout cas de toujours être à notre disposition dans cette émission. Voilà, tout le monde est présenté. Vous, chers abonnés, j'espère que votre week-end a été également. Bienvenue dans la balade matinale. Et tous les matins maintenant, on le fait, c'est devenu une coutume dans cette émission. La pensée de ce jour, la voici. La chose la plus importante à toute la vie est le choix du métier. Le hasard en dispose. Voilà la pensée de Blaise Pascal que j'aimerais partager avec vous, une pensée assez lourde, mais j'aimerais que vous fassiez la part des choses. Pour vous qui n'avez pas encore choisi encore de métier, pour vous qui êtes encore en voie de choisir votre métier, notez que la chose la plus importante pour toute votre vie est le choix du métier. Le choix du métier qui va définir ce que vous serez demain. Le hasard en dispose. Voilà pour la pensée du jour. Mesdames, un mot à l'endroit de notre pensée. Je commence avec ma chroniqueuse maison, Léna. La pensée, moi, ça m'inspire. On a tout le temps parlé de choix dans cette émission. Quand on fait un choix, c'est parce qu'on est capable de l'assumer. C'est clair. Il ne faudrait pas que qui que ce soit nous impose ce qu'on a à faire. Si tu choisis ton métier, c'est que tu es à même d'aller au bout de ce métier. Donc, je dirais, c'est le hasard qui décide de comment ça va se dérouler, selon ma compréhension. Ah oui, je crois que c'est pas faux et surtout aimer ce que l'on choisit. Ouais. Madame Quenom, un mot également sur cette pensée? Le choix du métier, je dirais que moi, je ne pense pas au hasard. C'est toute une préparation, c'est tout un état d'esprit et c'est l'éducation familiale même qui commence par déterminer cela. C'est la nature, les talents aussi qui déterminent le choix du métier. Et je dirais, comme l'adage le dit, c'est le travail qui fait l'homme. Quand on a un métier, on est respecté, on est affranchi de toute servitude et donc le travail, le métier est important dans une vie humaine. Pour vous, le hasard n'a pas sa place? Non. On peut au hasard tomber dans un corps de métier. Hein? Oui, bon, les concours de circonstances font que, on va parler de hasard. Oui. Mais c'est plus le travail. C'est tout un processus qui conduit au choix d'un métier. Ah, oui. Par exemple, quand tu es à l'école et que tu n'arrives pas à exceller dans les mathématiques, tu ne voudras pas être ingénieur. Jamais. C'est ça. C'est vrai que c'est prédéfini déjà dès le bas âge. Et puis les talents qu'on a. Il faut souvent faire attention également à ça, à nos talents. Les parents parfois forcent le destin de leurs enfants. Mon fils, il n'aime pas la littérature, mais je voudrais qu'il soit avocat. Donc forcément, il sera avocat. Est-ce que celui-là, il pourra aimer son métier? Non, il ne pourra pas. Les parents doivent accompagner et non imposer un métier ou une carrière à leurs enfants. Ils doivent accompagner dans le choix du métier. Je rappelle que madame est là ce matin pour nous parler encore plus de ce sujet de sexe-éducation qu'on avait entamé la semaine dernière. Ce sera comme une conclusion aujourd'hui, mais comme elle est plus experte en la matière, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui pour nous accompagner. Voilà pour la pensée, retenez la chose la plus importante à toute la vie et le choix du métier
oublier le hasard en dispose. Voilà, on va à présent souffler un tout petit peu en musique, histoire de faire un clin d'œil à tous les natifs du 27 juillet et à vous également qui êtes natifs du lundi, Kodjo, oui c'est ça, Kodjo, Adjoa, Adjo et tout et tout. Bonne fête à vous, happy birthday et tous mes vœux vous accompagnent. Léna, quelqu'un en particulier? Non. Rémi aussi? Non plus. Aujourd'hui, notre jeunesse, c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, hein, c'est le thème, mais notre génération est livrée à, je ne sais pas quel mot employer, du n'importe quoi. On se permet de se filmer nu et de poser sur les réseaux sociaux. On se permet de vaquer à des occupations qui ne sont pas dans, je vais dire, dans une bonne thématique. Et tout le monde fait ce qu'il veut aujourd'hui. Est-ce que c'est les parents qui ont démissionné et c'est pour ça que cela arrive? Ou c'est cette jeunesse elle-même qui est trop dure d'oreille ou bien qui est, on va dire, voilà, comme l'a dit Caporal Wisdom, trop livrée à elle-même, madame? Je trouve que l'environnement dans lequel évolue la jeunesse n'est pas favorable pour une bonne éducation, n'est pas favorable pour édifier la personne humaine. Et c'est sur cet environnement-là qu'il faut travailler. Lequel environnement en particulier? La famille ou l'entourage ou la société? Il y a l'environnement dans la famille, l'environnement familial, il y a l'environnement social, il y a l'environnement économique et l'environnement politique, etc. Et parce que si un enfant naît, il n'est pas bien entouré à la maison, à l'école, il n'est pas discipliné, il n'est pas éduqué. Si à l'université, on dit qu'on a les diplômes, on peut aller comme on veut, on n'a pas le respect de l'autre. Si dans la société, les personnes ne se respectent pas, on cherche seulement l'argent, on veut le gain, et le gain facile, l'environnement n'est pas propice pour édifier la personne humaine. Léna? Moi, je crois que Madame Kenom, elle a tout dit. Il ne faudrait pas seulement jeter la pierre aux parents, parce que, bon, Madame l'a dit, c'est l'environnement. Il faut prendre en Mais compte est-ce que la base, ce n'est pas les parents, ce n'est Bien pas sûr. les éducateurs qui parlent à ces enfants à la maison? Oui, bien évidemment, les parents sont les premiers éducateurs. Et si déjà la base, elle est faussée, quand l'enfant il sera en âge de se confronter à la société, il ne saura pas comment s'y prendre et il sera facilement influencé par de mauvaises personnes, des mauvaises compagnies, tout ça. Je voudrais revenir encore sur l'environnement. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la première responsabilité, c'est pour les parents. Est-ce que dans notre société, il y a un environnement qui permet aux parents de pouvoir éduquer correctement leurs enfants? Ah oui, il y a ça également. Est-ce que Il y a les le parents ne sont pas problème impactés? économique, Exactement. social, culturel qui vraiment doit faciliter la tâche aux parents. Moi, je connais des parents qui font de leur mieux, mais quand l'enfant sort, il est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, il a un autre visage à la maison, Oui. un autre au Oui. dehors. Parce qu'il y a l'influence des camarades à l'école, il y a l'influence de la société, de Mais la communauté. est-ce que cette éducation que ces parents donnent aux enfants à la maison n'est pas un tout petit peu trop restrictive, ce qui fait que ces enfants à la maison sont autre chose, sont des anges, et qu'en fait, ils sortent dehors pour devenir des petits démons? Oui, on peut dire qu'il y a ça, mais dans la majorité des cas, l'environnement social et économique ne permet pas aux parents de pouvoir avoir de l'autorité en bonne et due forme sur les enfants. Quand il y a la pauvreté, quand le parent n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants, quand le parent ne gagne pas suffisamment, quand l'habitat n'est pas bon, quand il n'y a pas de facilité dans la maison, l'enfant peut aller avec ses camarades faire autre chose. Mais quand il n'y a pas tout ça, est-ce qu'on peut se permettre d'être parent? Quand je le dis, les gens me critiquent, me trouvent sévère, etc. Tout le monde ne peut pas avoir des enfants. Pas du tout. Mais quand on le dit, les gens se révoltent, ils disent que moi j'en fais trop. Pourquoi je dis cela? Que tout le monde a la faculté de faire des enfants. Ah, Dieu mais qui a donné. Dieu a donné, mais Dieu ne viendra pas nourrir et éduquer cet enfant-là. Et donc,
Il ne faut pas que le mariage et le fait d'avoir des enfants soient une obligation sociale. Aujourd'hui même, on ne se marie plus avant d'avoir des enfants. Il faut que ce soit un choix. Un choix de vie. Un choix raisonné, un choix responsable. Je veux faire un enfant. Est-ce que je suis capable d'éduquer un enfant? Exactement. Est-ce que je suis capable de subvenir aux besoins des enfants? Et ça, là aussi, ça doit faire partie de l'éducation que la société, le gouvernement doit donner aux individus. Parce qu'il faut qu'il y ait des programmes de sensibilisation sur cela. Mais actuellement, bon, tout le monde fait des enfants, moi aussi j'en fais. Il y en a qui n'ont même pas encore fini leur éducation et qui deviennent parents. C'est les mamans à 16 ans, les papas à 15 ans déjà. Vous voyez des élèves qui sont grosses entre eux. Qui font des enfants sur le banc de l'école. Et les garçons actuellement trouvent que c'est une mode que de coucher n'importe comment avec les filles. Mais on va en parler en long et en large tout à l'heure avec vous, Madame Quenom. Le sexe et l'éducation qui doit être donné aujourd'hui à nos enfants pour ne pas qu'ils soient livrés plus tard à cela. Le sujet revient tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire place à la rubrique Ma tasse avec Léna qui nous parle ce matin des dangers du sucre blanc sur l'organisme. C'est bien ça? Oui, bien sûr. On y va. Il faut noter qu'il y a différentes sortes de sucre. Oui. Donc, j'ai choisi de parler uniquement du sucre blanc, le sucre qu'on trouve un peu partout et qu'on utilise tout le temps à la maison. Voilà, le sucre, il est un danger pour le cœur. Et l'excès de sucre fait grossir et mène au surpoids dû à l'excès de calories. Le sucre, il est mauvais pour le foie parce qu'il le surcharge de toxines et tout ça. En 4, le sucre est un risque de cancer. Augmente le risque de cancer dû à l'augmentation constante de l'insuline. En 5, le sucre conduit à la résistance de l'insuline. Quelques symptômes de la résistance de l'insuline sont la fatigue, la faim constante, l'hypertension, le brouillard cérébral. Ça fait un peu partie de la neuropathie. C'est du domaine médical. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Mais je rappelle aussi qu'une importante accumulation de graisse dans la région abdominale peut conduire à une résistance à l'insuline. Nous avons en 6, le sucre est mauvais pour les dents. On donne souvent l'éducation aux enfants, ne mange pas trop de sucre, sinon tu auras les caries dentaires. Voilà. En 7, le sucre diminue l'espérance de vie due aux nombreux problèmes de santé. L'excès de sucre peut conduire à une addiction. Le problème du sucre et de la malbouffe, c'est qu'ils peuvent entraîner la libération d'énormes quantités de dopamine. Des quantités bien plus importantes que ce à quoi nos cerveaux aient jamais été exposés. En 9, le sucre conduit au risque de diabète de type 2. Il faut rappeler que le diabète de type 1 est génétique, mais le diabète de type 2 est dû à une mauvaise hygiène de vie. En 10 et dernière position, le sucre accélère le processus de vieillissement. Un excès de sucre dans le sang accélère le processus qui s'appelle la glycation, lequel, dû à son tour, conduit au vieillissement cutané. Voilà à peu près les quelques dangers du sucre sur la santé. Du sucre blanc, bien oui, sûr, sur la santé ou sur l'organisme. La dernière fois, nous avons reçu sur ce plateau le nutritionniste Lombert Buffalo qui nous disait que notre thé que nous prenons ne doit pas être sucré. Parce que heureusement ce jour-là on nous a servi du thé sans sucre et donc il a dit c'est le meilleur thé, c'est l'idéal pour notre santé, mais il ne faut pas oublier il y en a qui sont hypoglycémiques et il ne faudra pas suivre tous les conseils qu'on dit sans pour autant savoir comment est-ce que vous êtes. Alors veillez à savoir qui vous êtes avant d'adopter un mode alimentaire. Quoi qu'il en soit, l'excès du sucre, c'est mauvais pour notre santé. Merci Léna pour la rubrique Ma tasse. Maintenant, on va parler du thème comme annoncé en début de cette émission. Si vous nous rejoignez, chers abonnés, merci de le faire. Vous êtes dans la balade matinale, premier numéro de cette semaine. Le sexe, aujourd'hui, n'est plus un tabou. Tout le monde parle de sexe, mais comment en parler et comment donner une bonne éducation sexuelle à son enfant pour
éviter de l'exposer à la dépravation auxquelles sont exposés les adolescents aujourd'hui. Vous les avez vus, on entend sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, c'était la semaine surpassée, je pense. Il y a déjà 2 semaines. Il y a 2 semaines de cela. Alors, comment leur donner une bonne éducation sexuelle pour ne pas les exposer plus tard? Alors, Madame Quenon, ma première question est de savoir à quel âge est-ce qu'on doit commencer par parler de sexe avec nos enfants? Il n'y a pas d'âge précis. Il faut voir l'évolution de l'enfant. Parce que quand l'enfant naît et grandit à un certain moment, à partir de 18 mois et autres, il essaie de connaître son corps. Il touche son sexe. Il veut comprendre ce qu'il y a sur lui, ce qu'il y a en lui. Et progressivement, il faut l'éduquer selon ses besoins, selon son évolution. C'est pour cela que les parents doivent être très attentifs. Ouais. Et là, on ne va pas décréter l'éducation sexuelle comme on le fait actuellement et dire qu'à partir de certain âge, à l'école, il faut maintenir, etc. Donc, il faut suivre l'évolution de l'enfant. Le parent, alors? Oui. Bien sûr qu'on peut avoir l'éducation sexuelle à l'école, mais il faut savoir qui donne cette éducation sexuelle à l'école. Est-ce que ces personnes-là sont formées et ont les capacités d'accompagner les enfants et non venir mettre des outils visuels ou bien donner des informations qui incitent plutôt les enfants à aller dans du mauvais côté. Parce qu'il faudra apprendre aux enfants et aux jeunes que le sexe n'est pas un jouet. La sexualité, c'est toute une vie, c'est une philosophie. Celui qui utilise mal son sexe, il n'est pas bon pour la société. Et c'est là où on parle de dépravation des mœurs. Ouais. Il y a de mauvaises habitudes, de mauvais comportements qui vont se développer et qui vont plutôt nuire à la personne. Vous pourrez avoir de grands diplômes, mais quand vous n'êtes pas discipliné sur le plan sexuel, vous serez un monstre, je dis. Vous allez faire des dégâts sur vous-même et sur les autres. La grande question aujourd'hui pour les parents, c'est comment s'y prendre avec nos enfants. On en parlait la semaine dernière avec nos chroniqueuses. Il y a l'une, celle-là en particulier, qui m'a dit qu'elle a eu la chance que son papa était plutôt ouvert d'esprit et donc qu'elle a eu la chance d'avoir son éducation sexuelle à la maison. Et l'autre qui disait qu'en famille, le sexe était tabou et donc personne n'en parlait. Elle a fait son expérience à elle-même sur le tas, on va dire, c'est-à-dire ce qui se dit en société, entre amis, avec les camarades d'école. La grande question est comment s'y prendre pour parler de cela avec son enfant qui, on voit, peut-être pose déjà certains actes. Comment s'y prendre pour en parler avec ce dernier ou cette dernière? C'est qu'il faut être disponible. Et j'ai dit qu'il faut écouter, il faut observer l'évolution de l'enfant. Il faut répondre aux questions de l'enfant. Il ne faut pas être hypocrite devant les questions liées au sexe. Et là, il faut accompagner l'enfant progressivement. Les 2 cas que tu viens d'exposer existent. Il y a des parents qui sont très ouverts. Oui. Il y a des parents qui sont très fermés. Le problème, c'est que qui est parent actuellement? Est-ce que le parent, lui, il a eu l'occasion d'avoir une éducation sexuelle? Parce qu'on ne reproduit que ce qu'on a reçu, en fait. Bien sûr, on ne donne que ce que l'on a. Et c'est que notre société, avec la tradition, a été très, fermée sur la question du sexe. Le sexe était tabou. Et donc, maintenant, nous sommes à la rencontre d'autres civilisations, d'autres cultures qui mettent le sexe sur la place publique. Oui. Il faut savoir trouver le juste milieu. Il y en a aujourd'hui qui le commercialisent. Bien sûr, il y a une industrie du sexe qui est très lucrative actuellement et qui rentre partout et qui propose de l'argent et du travail aux gens. Et les enfants, ils sont exposés à cela. Ça fait vraiment pitié. C'est une crainte parce que nos enfants ne sont plus protégés aujourd'hui, on va dire. Nos sœurs, nos frères sont livrés à eux-mêmes. C'est vraiment dangereux. Si vous nous rejoignez, vous pouvez également envoyer vos réactions sur le numéro de cette émission que j'arrive plus à voir, malheureusement, grâce à Rémi.
Le 90 13 89 94, c'est bien ça si je ne me trompe Oui. pas, voilà. Le 90 13 89 94. Envoyez vos réactions qu'on va partager également sur ce plateau. Madame Léna a une question à l'endroit de... Oui. Oui. J'aimerais savoir que dire des parents qui pensent que donner une éducation sexuelle aux enfants, c'est les inciter à découvrir le sexe plus tôt. Oui, cela se dit et je trouve que c'est un préjugé. Et moi, j'encourage les parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, de répondre aux questions des enfants, de ne pas être hypocrite quand l'enfant pose certaines questions, et spécialement des questions sur le sexe. C'est de prendre l'enfant, de l'asseoir, de lui expliquer et les choses sans tabou. Tabou. Mais si on veut éviter... Quand vous dites sans tabou, excusez-moi d'être un peu trop Oui. exigeante, quand vous dites sans tabou, par exemple, quel terme employer? C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai un garçon qui est en très bas âge. J'aimerais déjà lui inculquer cette notion du sexe. Voilà, c'est vrai qu'il pose déjà des questions, mais si je veux en parler plus sérieusement avec lui, comment est-ce que je dois m'y prendre? Il faut lui parler ouvertement. Il a un corps et il y a les différentes parties du corps avec leurs fonctions. D'accord. Il faut pouvoir le lui dire. Et là, quand il grandit, il commence par toucher son sexe. Il veut uriner, etc. Il faut lui apprendre. Et il faut lui dire en même temps que ce n'est pas pour s'amuser. Et c'est comme notre estomac. Nous avons faim, nous mangeons. Nous mangeons, oui. Mais nous ne mangeons pas n'importe quand, nous ne mangeons pas n'importe quoi. Et donc, il faut pouvoir dire cette réalité à l'enfant. Mais la plupart du temps, c'est que les parents n'ont pas eu cette éducation, n'ont pas les outils nécessaires, n'ont pas les mots appropriés. Eux-mêmes, ils se cherchent. Et donc, cela leur rend la tâche vraiment difficile. Et comme je le dis, il faut accompagner les parents aussi. Qui est parent aujourd'hui? Est-ce que moi-même j'ai eu cette éducation? Est-ce que si je ne peux pas le faire d'une façon directe, est-ce que je suis ouvert pour que l'enfant puisse Est-ce qu'on me peut poser des également questions? avoir un intermédiaire qui puisse nous aider à donner cette Bien éducation sûr, à on l'enfant? peut avoir un intermédiaire. C'est pour cela que la société dans laquelle nous vivons actuellement a besoin de certains services essentiels. Ce n'est pas seulement l'eau, la nourriture, le téléphone, etc. Mais il faut des services pour accompagner les parents. Exactement. Vous allez vous marier, vous allez faire une consultation là-bas, on vous donne des conseils, vous avez des enfants, vous ne savez pas comment les encadrer, vous allez là-bas, on vous propose un service pour vous accompagner. Il faut de la littérature pour ça. Si tu ne peux pas dire, tu peux donner un document à lire par l'enfant. Il faut qu'il y ait aussi des émissions. Il y a des documents comme ça qu'on peut trouver ici, chez nous? Ici, En Europe, je sais qu'il y en a plein. Ici, dans les pays développés, je ne pense pas, il y en a pas. Parce qu'on n'a pas de programme en tant que tel sur l'éducation sexuelle, sur l'accompagnement des parents, sur l'accompagnement des adolescents. Donc, voilà toutes ces choses-là qui nous manquent, qu'il faudra nous organiser pour les mettre en place. C'est que dans le passé, la société même traditionnelle a une culture pour accompagner. On éduquait les garçons avec les hommes, on éduquait les filles avec les femmes. C'était pas la bonne méthode, hein? Là, je ne peux pas dire que ce n'était pas la bonne méthode. Hein. C'est leur façon de faire les choses, de faire face à la vie. Maintenant que nous avons décrété la mixité, tout azimut, quelles sont les mesures d'accompagnement? Ah oui. Quand on a mis la mixité dans toutes les écoles dès le C'est un bas phénomène âge, également, ça. est-ce qu'on a mis les mesures d'accompagnement? Vous allez dans certains établissements, même les écoles, il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes séparées là où il y en a. Il n'y a pas d'accompagnement des enseignants. Et tout le monde est mélangé. Il y a des garçons qui vont aller dans les toilettes des filles. Les filles dans les toilettes. Même à l'école primaire. Hein. Oui. Je n'ose pas dire certaines choses ici. Parce que ce sont des cas que nous avons suivis. Les enfants? Ben oui. À l'école primaire, un garçon, petit garçon qui va... À quel âge, par exemple? 8 ou 10 ans. Qui va agresser ses camarades dans les toilettes. Sexuellement? Oui. Et cet enfant-là... c'est parce qu'il l'a vu faire. À la sinon, il n'oserait pas. Et puis, tenez-vous bien. J'ai parlé de l'habitat tout à l'heure.
nous vivons comment? Nous sommes dans des maisons. Une pièce, Lina le disait en temps, une pièce, papa dort dedans, maman dort dedans, Voilà. tous les enfants dorment dedans. Il y a la promiscuité qui favorise cela. Maintenant, il y a des cours communes, plusieurs locataires dans une même maison. Et les enfants qui se baladent un peu avec partout. Plusieurs cultures. Il y a un parent qui surveille, il y a un autre qui ne surveille pas. Après, vous sortez pour aller travailler. Comment les enfants là ont une interaction entre eux? Vous voyez tout le problème social et culturel que nous avons. Et ça fait que la tâche n'est pas facile. Si nous voulons entrer dans la société dite moderne du 21e siècle, il faut que ces services-là accompagnent notre développement. Mais la plupart du temps, on trouve que le développement, c'est le financier, c'est l'économie, et c'est avoir une maison, c'est avoir une voiture. Or, le capital humain a besoin d'être développé pour répondre à ce type de développement. Actuellement, il y a les réseaux sociaux, les enfants peuvent voir tout sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a les moyens pour accompagner les enfants, pour les aider à faire un choix? Parce que c'est ça qui est important. Les semaines dernières, sur les réseaux sociaux, il y a un message qui circulait comme quoi sur nos chaînes Canal, les dessins animés que suivent nos enfants aujourd'hui les exposent véritablement et qu'il faudrait surveiller les enfants pour leur dire quoi suivre et quoi ne pas suivre également. Hein. Oui. Quand vous mettez Canal à la maison, il faut prendre le temps de savoir ce que Canal sert. Il ne faut pas juste dire j'occupe les enfants et puis c'est tout. Non. Il faut, dans les pays développés et dites développés, à une certaine heure, les enfants ne sont plus devant la télé. Il y a des événements, des éléments qui sont passés. On dit que c'est interdit pour tel âge. Est-ce que nous faisons ça ici? Il faut quand même un peu de censure sur les médias et les réseaux sociaux. Si nous voulons les utiliser, il ne faut pas dire que bon, tout enfant peut avoir un téléphone Android et puis voilà. De toute façon, moi, je n'en donnerai pas un enfant. Il y a des téléphones, des appareils où il peut appeler quand il a des problèmes. 1 + 1, allô maman, oui, voilà, c'est bon. Mais Android, là, est-ce que tu as le temps de contrôler? Non. Il faut qu'il ait un certain âge. Aujourd'hui, ce n'est plus des téléphones qu'on leur offre, mais des tablettes de jeux et tout. Oui, donc il faut accompagner. Et quand on met bande dessinée, comment dirais-je, les autres choses là, les vidéos, que les enfants voient, pourquoi nous ne pouvons pas en produire chez nous en se fondant sur notre culture? Actuellement, les parents n'ont plus le temps. On ne dit pas des contes aux enfants. Il n'y a pas de devinettes, il n'y a pas de dictons, il n'y a pas de proverbes. C'est ce que nos parents utilisaient pour faire l'éducation. Et même entre nous, avant, on le faisait. Les vendredis soirs, samedi soir, on se raconte des contes. Et chacun était imaginatif, créatif dans le temps. C'est important. Et nos artistes, nos écrivains et autres doivent pouvoir développer ce volet-là. Et il faut que l'État donne la possibilité pour le développement de la culture. Parce que si la culture n'accompagne pas le développement économique et financier, nous allons dans un désastre. Léna, la semaine dernière, on le disait déjà, entre adultes, c'est compliqué de parler de sexe ou de cette éducation sexuelle dont nous parlons aujourd'hui. Est-ce que, entre nous, déjà parents, on arrive à aborder le sujet du sexe pour pouvoir ensuite l'inculquer à nos enfants? Je te demande, parce que tu es parent également, est-ce que toi, avec ton mari, c'est possible d'en parler et déjà d'arriver à en parler aux enfants? Oui, je dirais, parce que on le dit souvent, c'est ce qu'on a reçu comme don. Déjà que moi, j'ai eu une éducation sexuelle dès le bas âge. De son côté, je ne peux pas dire ci ou ça, mais néanmoins, on fait l'effort, on fait vraiment l'effort de toujours en parler, de savoir comment le faire, parce que déjà que l'enfant, il pose des questions, il connaît son corps. Donc, il faut, comme madame le disait, lui dire que telle partie n'est pas un jouet. Il faut en prendre soin, il faut le protéger, il faut le cacher, ci et ça. Déjà, si la communication, elle est ouverte entre parents, elle sera forcément ainsi avec les enfants. Avec les enfants. Mais c'est quand vous n'avez pas l'opportunité d'en parler entre vous, vous ne saurez pas comment transmettre cette éducation-là à votre enfant. Donc, il est dit également, Madame Kenom, que quand on est trop
ouvert avec ses enfants. Quand on parle de tout et de rien avec ses enfants ne nous donnent plus le respect qu'ils se doivent, c'est-à-dire ils sont tellement habitués à tout dire avec nous qu'ils n'ont plus cette crainte-là de parents, je ne veux pas dire crainte, mais qu'ils n'ont plus ce respect qu'il faut envers l'adulte que nous sommes. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on parle de tout avec les enfants qu'on est ouvert, qu'on va être permissif. Il faut garder la discipline qu'il doit avoir dans la maison. Il faut inculquer à l'enfant le respect de l'autre et le respect des parents et de tout adulte. Le respect de l'ordre et de la loi. Tout ça là, il faut que chaque tiroir puisse être sorti au moment opportun. Mais quand on veut parler de la sexualité avec les enfants et qu'on est vulgaire, et qu'on soi-même, on se comporte n'importe comment, quand un papa lui-même, il drague les petites filles, qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce qu'il ira dire à ses enfants? Il va apprendre c'est aussi un fléau, parce qu'aujourd'hui, le truc de... Comment ça s'appelle déjà de papito, et c'est les petites filles déjà qui commencent par sortir avec des vieux. Bah, quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu diras à ta fille? Alors toi, vieux qui sort avec ta fille déjà, qu'est-ce que tu iras dire à celle que tu as à la maison ou à ta petite fille qui vient? Et puis voilà. Ta fille peut découvrir que tu sors avec sa camarade de classe. Et c'est fini. Alors, elle se dit que c'est normal. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors quand quelqu'un d'autre un autre vieux va vouloir sortir avec elle, est-ce qu'elle peut résister? Non. Donc, les parents doivent être aussi des modèles pour leurs enfants. Et quand vous n'êtes pas un modèle, il est difficile de pouvoir dire quoi que ce soit à son enfant. Il ne faut pas seulement prêcher, mais il faut agir et être modèle. Il y a une partie de la Bible qui dit « Ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis ». Mais c'est que les enfants, ils ont besoin de modèles. D'exemples. Et quand il y a le modèle est un élément important dans l'éducation d'un enfant. Et quand il n'y a pas de bon modèle, ni à la maison, ni à l'école, ni dans la société, le dégât est vite fait. C'est qu'il faut que les adultes puissent se comporter et transmettre un modèle aux enfants pour qu'ils puissent imiter ces modèles-là pour pouvoir évoluer. Léna a une question? Oui, j'ai une question, si vous le permettez. Est-ce une absence d'éducation sexuelle chez un enfant, en grandissant, on remarque dans la société qu'il y a certains adultes qui sont, fermés, parce qu'ils ne peuvent pas parler sexe, ils ne savent rien, nos sexes, ils sont timides, ils sont tout le temps dans leur cocon. Et ça dit que c'est l'un des conséquences de l'absence de la communication sexuelle dès le bas âge. Oui, il y a cette absence de communication sexuelle dès le bas âge. Il y a le fait que l'école n'a pas accompagné après. Il y a le fait que l'environnement social n'a pas permis aux gens de communiquer. Et il faut, comme je dis, quand il y a quelque chose qui te manque dans ton éducation familiale et que tu le constates, il faut aller à l'information. Il faut chercher à se cultiver, à se documenter, à combler ce déficit-là. Mais beaucoup de gens ne veulent pas se cultiver. On se contente d'aller travailler, d'avoir un bon boulot, de bien s'habiller, de manger, d'avoir une maison. La culture aussi est importante. Et la culture a un prix. Il y en a qui n'achètent pas de livres, qui ne lisent pas. Il y en a qui n'écoutent pas les émissions que nous sommes en train de faire là. Bon, moi, je n'ai pas le temps pour ça. La culture a un prix. La culture a une importance dans la vie d'une personne. Quand on n'a pas de culture, on se comporte très mal. Et donc, je disais, quand on constate qu'il y a eu un déficit dans son éducation à la base, il faut pouvoir se donner les capacités. Alors, il faut faire l'effort d'investir dans la culture pour qu'on puisse relever le défi. Nous sommes, on va dire, à quelques minutes de la fin de cette émission. C'est vrai, on a presque touché du doigt tous ces sujets. Mais madame, j'aimerais, avant de finir cette émission, que vous disiez un mot à ces parents aujourd'hui qui ont, on va dire, démissionné, qui ont abandonné leurs enfants à eux-mêmes, c'est-à-dire ils reviennent le soir même ne pas vérifier ce que l'enfant a appris. Dites-leur quelque chose qui pourrait les inciter à se reprendre en main ou à reprendre en main l'éducation de leurs enfants. J'ai dit tantôt que tout le monde ne peut pas être parent. Ce n'est pas parce que les autres font des enfants que moi aussi je vais en faire.
il faut que je me pose la question de savoir si je suis capable d'être parent. Et là aussi, l'autorité doit pouvoir accompagner les personnes. Quelqu'un veut se marier, même devant le maire, à l'état civil, à l'église, devant un pasteur ou un prêtre. Il faut que ces acteurs-là aussi accompagnent les couples. Quand tu viens faire la demande pour te marier, il faut qu'il y ait quand même des questions qu'on pose à la personne. Est-ce que tu as une maison? Tu as où dormir? Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu peux éduquer quelqu'un? Tu as quel niveau? Quelque chose pour accompagner. Et là, la plupart du temps, j'essaie de bousculer les prêtres et les pasteurs. Quand les gens viennent pour se marier, comment vous les accompagnez? Est-ce que vous testez seulement leur connaissance de la Bible? Est-ce que vous testez leur connaissance sur le plan social, économique, pour voir si ces personnes-là peuvent édifier les autres, les enfants qui vont naître de leur mariage? Et donc, n'importe qui ne peut pas être parent. Si on veut être parent, c'est une grande responsabilité envers soi-même, et envers les enfants qui vont naître, et envers le pays et la société. Parce que si les parents n'éduquent pas bien leurs enfants, nous aurons plein de délinquants, aurons des enfants dans la rue. Il y en a plein déjà aujourd'hui. Nous aurons des personnes qui ne vont pas aider au développement du pays. Donc, il y a une grande responsabilité. Et les responsabilités sont partagées entre les parents, les enseignants, les enfants eux-mêmes, le gouvernement, la société, le secteur privé, les citoyens. C'est énorme, tout le monde doit jouer sa partition. Mais la plupart du temps, on trouve que l'éducation ne rapporte pas de l'argent. C'est faux. On ne veut pas investir. Mais quand le capital humain n'est pas développé, c'est tout le pays qui est en danger. C'est en danger. Et les parents qui sont là actuellement et qui sont désemparés, je leur demande de chercher à se cultiver. Il y a des organisations qui sont là de la société civile qui peuvent les aider, qui peuvent les accompagner. Et là, je lance un appel aussi aux éducateurs, au gouvernement, pour dire que la culture a un coût, la culture a une importance. Et d'autres choses aussi qui viennent s'installer de plus en plus et largement dans notre société, c'est le culte, c'est la religion. On a pris certaines choses d'ailleurs qu'on est venu plaquer dans ici, une société on n'accompagne pas. On veut louer Dieu sans tendre vers l'excellence. On veut louer Dieu sans faire l'effort de travailler. Et les jeunes vont à l'église, dansent et autres. Là, rapidement, on leur dit, bon, vous avez l'âge de vous marier. On veut bénir votre union. Alors qu'ils ne sont pas encore Ils prêts ne sont pour pas ça. prêts. Il y a des jeunes filles qui ne savent même pas s'occuper de leur corps. Il y a des jeunes filles qui ne savent pas s'occuper de leur maison. Il y a des jeunes gens qui sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes parce que c'est la bonne à la maison qui lave tout, etc., qui ne peuvent même c'est un problème également, ça. Oui, qui ne peuvent même pas cuire du riz et faire une sauce tomate et qui se marient. Il faut d'abord qu'ils savent cuire un œuf. Hein? Oui, et qui trouvent que la femme qui va venir viendra doit le venir faire. tout faire. Et là, ils ne cherchent pas une compagne de vie, Non. ils cherchent Une une bonne à boniche. tout faire. Ouais. Une bonne à tout faire. Ouais. Pour nettoyer la maison, faire Laver des les enfants, et tout ça là. préparer à manger. Donc, nous sommes tous responsables et nous devons pouvoir nous tenir la main pour relever ce défi-là. Et les parents qui, je dis, sont désemparés actuellement, ce n'est pas la fin du monde. Il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils cherchent des structures qui pourraient les accompagner pour que eux aussi puissent un jour vieillir tranquillement. Parce que c'est un désastre pour un parent de voir son enfant de mourir et à savoir qu'on n'a pas assuré son enfant l'avenir qui de tourne l'enfant. mal. Et là, vraiment, psychologiquement, il est abattu, il est détruit, je dirais. Moi, ça me donne une idée. Je ne sais pas si Lynn avait posé l'idée. On va créer un cabinet de conseils en matière de sexe ou d'éducation sexuelle. Pourquoi pas? On viendra prendre conseil chez Madame Quenom et ensuite on donnera aux gens qui viendront vers nous. C'est une bonne idée et c'est un travail à faire. Et il faut vous donner les capacités, c'est-à-dire qu'il faut se former, il faut avoir les structures nécessaires, il faut s'entourer de personnes ressources
moi, je veux bien participer à ce moment. Ah, merci déjà pour un premier soutien. Léna, on est à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour conclure? Pour conclure, bon, d'abord, je remercie beaucoup Madame Quenon parce que, bon, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup d'elle. À chaque Ouais, fois qu'elle vient sur ce plateau, franchement, je repars avec de nouvelles idées. Ouais. Je réajuste certains trucs que je pensais savoir. Donc, merci beaucoup Madame Quenon. Je vous en prie. Et pour ajouter à ce qu'elle vient de dire, il est vrai que tout le monde ne peut pas être parent. Il ne faut pas juste faire un enfant parce qu'on est en capacité ou bien parce qu'on est en copinage. Non, oui. non. C'est un choix d'abord. Permettez, la société dit tu as l'âge. Voilà, Tu ne vois pas les Oh, choses. c'est un faux problème. Tu vieillis. C'est un faux problème parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Il y a des personnes qui sont âgées, mais dans la tête, ils sont encore gamins. Soit-même, si toi-même, tu n'as pas encore l'éducation qu'il faut. Parce que les enfants, ils sont notre reflet de demain. Il faudrait qu'on voit ton enfant et qu'on sache que tu as mis du tien, que tu lui as donné une bonne éducation. Parce que après, c'est lui qui va te représenter demain dans la société quand tu ne serais plus en position de le faire. Voilà. Donc, si cet enfant-là, il n'est pas bien éduqué, c'est toi-même d'abord ton image que tu ternis. Parce que bon, l'enfant, tu te dis aujourd'hui, la dernière fois, on en a parlé, tu travailles pour lui offrir une bonne éducation, une bonne situation, mais ça, c'est pas l'idéal. Il faudrait apprendre à l'enfant que dès le bas âge, la vie, elle n'est pas rose. Il faudrait se battre, il faudrait faire les bons choix. Parce que demain, il faut les assumer. Il n'y aura personne pour assumer les choix qu'on fera aujourd'hui. Merci Léna, on a tellement débordé dans le temps aujourd'hui. Merci également à vous, Madame Claire Quenon. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'ONG Floraison. On n'a pas eu le temps d'en parler. Vous reviendrez plus tard pour nous parler, pourquoi Bien pas, de sûr, cette ONG. Si vous m'invitez, je suis prête. Vous êtes tout le temps notre invité ici. Oui, parce que c'est un travail de développement. J'insiste que la culture a sa place et la culture a un prix et il faut lui donner son importance. Merci Madame Quenon. Moi, je vais conclure en disant, n'essayez pas de devenir une personne de réussite, mais plutôt une personne de valeur. C'est d'Albert Einstein. Si vous méditez là-dessus, vous verrez que ça résume en gros tout ce qu'on a dit ici. N'essayez pas de devenir une personne de réussite, mais plutôt une personne de valeur. Allez, prenez soin de vous. Bisous à tous. Merci à Rémi qui a bien voulu nous accorder un peu plus de temps encore. On se donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. Ciao.